Nouvelle rubrique, les grands mystères, lu par Angélique, exclusivement pour la chaîne Open Your Mind. Commençons notre nouvelle rubrique par les mystères des prédictions. Voici quelques prophéties remarquables qui posent le problème du temps. Pour la plupart d'entre nous, l'avenir est un livre que nous déchiffrons jour après jour. Et pourtant, le futur semble étrangement accessible à certains. Les uns voient les événements à venir se dérouler dans un rêve. Les autres les prédisent en se fondant sur la disposition des cartes retournées au hasard. D'autres encore demandent aux astres leurs secrets. Cette surprenante aptitude à voir l'avenir dans le présent a conduit certains penseurs à s'interroger sur la nature même du temps. Notre existence se déroule-t-elle sur un long espace de temps, le présent faisant suite au passé et l'avenir se trouvant toujours devant nous? Ou bien se pourrait-il que nous vivions sur plusieurs plans différents où passé, présent et avenir coexistent? Quelle que puisse être la réponse, notre curiosité quant à notre avenir personnel a de tout temps favorisé le développement de méthodes de prédiction d'une infinie variété. Chiromanciens, devins usant de la boule de cristal, tireurs de cartes et surtout astrologues ont toujours été interrogés avec frénésie, et sur chacun d'eux courent d'impressionnantes histoires, de prophéties, d'une étonnante exactitude qui se sont accomplies. Comment fonctionnent ces méthodes? Est-il vraiment possible de sonder dès aujourd'hui les mystères de demain? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans notre nouveau dossier, les grands mystères des prédictions. Nous allons découvrir dans ce premier chapitre quelques prophéties remarquables qui posent le problème du temps. Voici donc l'un des premiers faits les plus troublants de ce domaine plein de mystères. Par une froide nuit d'avril de 1898, le paquebot Titan, le plus grand, le plus luxueux et surtout le plus sûr de tous les transatlantiques, appareilla pour sa première traversée. Il fendait l'Atlantique entre Southampton et New York quand l'inimaginable se produisit. Il heurta un iceberg et sombra. La plupart de ses 2500 passagers disparurent. On n'en fut guère surpris lorsque l'on s'aperçut que le navire de 70 000 tonnes ne possédait que 84 canots de sauvetage, où peu de passagers pouvaient prendre place. Et pourtant, le public ne prit pas garde à cette gigantesque tragédie. Pourquoi? Parce que ce sinistre était décrit dans un roman intitulé « Le naufrage du Titan », l'ouvrage d'un Américain obscur et besogneux nommé Morgan Robertson, qui fut à peine remarqué lors de sa parution. Or, 14 ans après, le roman de Robertson allait tardivement faire sensation et être qualifié de plus étonnant exemple de prophétie du XIXe et du XXe siècle. Car dans la nuit glaciale du 14 avril 1912, le Titanic, paquebot bien réel de 66 000 tonnes, heurtait un iceberg et coulait, entraînant avec lui d'innombrables victimes. Comme le navire imaginaire du roman qui portait un nom presque similaire, le Titanic effectuait sa première traversée de l'Atlantique. Comme son prédécesseur fictif, c'était un bâtiment à 3 hélices, pouvant atteindre la vitesse de 25 nœuds, plus de 46 km/h. Les 2 navires emportaient un certain nombre de passagers
et d'hommes d'équipage, et avait trop peu de canots de sauvetage. 20 seulement dans la réalité. Enfin, les 2 bateaux étaient réputés insubmersibles. Dieu lui-même ne pourrait pas couler le navire. Avec ses 16 compartiments étanches, le vrai Titanic était considéré par ses armateurs comme occupant la première place parmi les grands paquebots du monde et comme absolument sûr. Le Titanic n'avait pas fini de sombrer que les survivants commençaient déjà à dire que le navire était maudit et qu'ils avaient depuis longtemps pressenti que quelque chose de terrible allait se passer. Personne n'avait prévu la catastrophe du Titanic d'une manière aussi précise et vivante que Robertson en 1898. Mais certains extralucides apportèrent par la suite la preuve qu'ils avaient prédit le destin tragique du navire. 2 voyantes qu'avait consulté l'un des passagers, le journaliste anglais W.T. Stead, ont toutes 2 raconté qu'elles lui avaient déconseillé de voyager par mer. L'une des 2 diseuses de bonne aventure avait dit à Stead que d'ici 1 an ou 2, il se rendrait par mer en Amérique. « Je vois plus d'1 millier de personnes, dont vous-même, se débattant désespérément dans l'eau, affirma-t-elle à Stead. Elles appellent au secours et luttent pour leur vie, mais cela ne sert à rien, pour vous comme pour les autres. » Stead lui-même avait eu le pressentiment de la fin malheureuse du navire et de la sienne. Quelques années auparavant, alors qu'il était rédacteur en chef d'un journal de Londres, il avait fait paraître le récit imaginaire du naufrage d'un grand transatlantique, écrit par un survivant. Stead ajouta à l'histoire une note prophétique disant « C'est exactement ce qui pourrait arriver et qui arrivera si les paquebots prennent la mer sans avoir suffisamment de canots. » Quelques années plus tard, Stead écrivit un autre article dans lequel il décrivait le naufrage d'un paquebot entré en collision avec un iceberg, où un seul passager échappait à la mort. Chose incroyable, Stead avait eu aussi un rêve dans lequel il se voyait debout, sur le pont du Titanic, en train de couler, sans ceinture de sauvetage, alors que le dernier canot s'éloignait dans la nuit. Stead ne tint aucun compte de ces présages néfastes et disparut avec le Titanic. Les choses en allèrent autrement pour un de ses compatriotes, J. Conon Middleton. Dans une lettre publiée dans le bulletin de la Société de recherche psychique de Londres, Middleton raconta un rêve désagréable, qui l'avait terriblement déprimé et même démoralisé. Il avait retenu une place sur le Titanic pour assister à une réunion d'affaires à New York, a-t-il raconté. 10 jours avant le départ, il vit en rêve le navire, flottant sur la mer, la quille en l'air, passagers et équipage nageant tout autour. Il eut le même rêve la nuit suivante, mais cette fois, dit-il à sa femme, il lui semblait flotter dans l'air, juste au-dessus de l'épave. 2 jours après, il reçut un câble lui annonçant que la réunion était reportée, et il ne perdit pas un instant pour annuler sa réservation. Il n'eut pas lieu de le regretter. Colin MacDonald, officier mécanicien de 34 ans, aurait pu lui aussi trouver la mort sur le Titanic. Il eut le pressentiment que les choses iraient mal pour le grand navire flambant neuf. À 3 reprises, il refusa de signer son engagement sur le Titanic comme second mécanicien. En 1964, la fille de MacDonald fut interrogée par un éminent psychiatre américain, spécialiste des recherches psychiques.
Elle lui raconta que son père avait eu fortement l'impression que quelque chose allait arriver au Titanic, et qu'en d'autres occasions il eut également d'autres prémonitions. Le second mécanicien, qui occupa le poste refusé par MacDonald, se noya. Au moment du désastre du Titanic, l'homme du XXe siècle commençait à mettre en doute la philosophie matérialiste qui n'admettait pas l'inexplicable. La prémonition, c'est-à-dire la connaissance d'événements futurs par des moyens étrangers aux cinq sens, était tenue pour une mystification ou une supercherie. Et cela que la connaissance de l'avenir vienne des rêves, de la lecture des lignes de la main, de l'astrologie ou tout simplement du pressentiment que quelque chose d'inquiétant en général est sur le point d'arriver. Un érudit, cité par James Laver, dans son livre Nostradamus, présente ainsi les choses. À mesure que le XIXe siècle approchait de sa fin, rationalistes et matérialistes semblaient avoir définitivement instauré leur empire sur la pensée. Mais aux heures où l'air est alourdi par le sentiment d'un désastre imminent, les hommes sentent vaciller leur rationalisme et se tournent de nouveau vers les vieilles superstitions, qui, peut-être après tout, ne sont pas totalement des supercheries comme les hommes modernes se plaisent à le penser. Au cœur du débat se trouve le problème du temps. D'ordinaire, il nous sert d'appareil de mesure. Au sens physique le plus simple, nous l'utilisons exactement comme une longueur, une largeur ou un volume. Dans ce sens, il n'a pas d'existence propre. Il est linéaire et rectiligne, tout comme les pendules et les calendriers le sont. Mais ce concept du temps ne tient pas compte de nos relations psychiques intimes avec le temps passé et futur, et en ignore un autre dont nous avons tous l'expérience, celui du rêve. Tenant compte de cela, il est possible de concevoir le temps comme une entité propre, une entité psychique peut-être, mais néanmoins réelle. S'il en est ainsi, quelle est la nature du temps? Existe-t-il à l'extérieur de notre savoir ou n'est-il seulement que dans notre esprit? Est-il fixe ou mobile? Est-il rigoureusement contenu dans des capsules distinctes enfermant le passé, le présent et l'avenir, ou ces trois notions coexistent-elles toutes côte à côte? Cette dernière entité a donné lieu à des débats passionnés. Il y a ceux qui croient que le futur existe déjà et que nous approchons des événements à venir comme les passagers d'un train arrivent en gare, les événements représentant les gares. En dehors du suicide, il n'y a aucun moyen d'éviter intentionnellement ces stations. Et l'on a soutenu que le suicide lui-même pourrait être le nom de l'un des arrêts. Dans son ouvrage « Qu'est-ce que le temps ?», J.J. Withrow explique comment un philosophe de l'université de Cambridge se servit de la mort de la reine d'Angleterre en 1714 pour démontrer que l'avenir existe. Au dernier moment du temps, pour autant que le temps est un dernier moment, il y aura toujours la mort de la reine, expliqua le professeur. Et à tous les égards, sauf fin, il n'y aura pas de changement. L'événement se trouve d'abord dans l'avenir éloigné, puis il devient un événement futur qui se rapproche de plus en plus. Enfin, il est dans le présent, puis il devient du passé et restera toujours du passé. Ce point de vue coïncide avec ce que le philosophe et psychologue américain William James appelait l'univers formant bloc, dans lequel l'avenir est comme la bande d'un film dont les images se révèlent au fur et à mesure qu'elles se déroulent.
L'opinion contraire soutient que les gens peuvent influencer leur avenir en agissant selon les avertissements reçus quant aux événements futurs. Cette croyance, selon laquelle l'homme n'est pas seulement un pion manœuvré et finalement sacrifié sur l'échiquier de l'avenir, a été reprise vers 1960 par le romancier américain Jack Kerouac. L'un de ses personnages déclare « L'humanité réalisera un jour que nous sommes effectivement en contact avec la mort et avec l'autre monde. Dès maintenant, si nous mettons en œuvre assez de volonté mentale, nous pouvons prédire ce qui va arriver dans les 100 prochaines années et être capables de prendre les mesures pour éviter toutes sortes de catastrophes. » Chose étrange, ce n'est ni un philosophe ni un savant qui fit le plus pour analyser les rêves, le temps et les visions de l'avenir et en déduire un système. Ce fut John William Dunne, un constructeur d'avions. Sa théorie compliquée est discutable, mais assez plausible. Dunne, qui dessina et construisit le premier avion militaire britannique, se passionnait pour les révélations nocturnes de l'avenir, quand en 1889, il eut un rêve tout à fait banal, qui voyait le succès d'une expédition du Cap au Caire. À partir de là, il prit l'habitude de prendre note de ses rêves dès son réveil ou au moment de la journée où il se les rappelait, puis d'attendre qu'un événement se réalise. Ils n'eurent rien d'exceptionnel jusqu'en 1916, où il eut la vision nocturne d'une explosion dans une fabrique de bombes londoniennes. Il s'en produisit une en janvier 1917. Il y eut 73 ouvriers tués et plus d'1 millier de blessés. Dunne en était venu à la conclusion qu'il souffrait apparemment d'un extraordinaire dérangement dans ses rapports avec la réalité, un dérèglement tel qu'il le forçait à percevoir de vastes blocs d'expériences déplacées de leur position normale dans le temps. Cette conviction et la répétition des rêves prémonitoires l'amenèrent à écrire un best-seller, une expérience avec le temps. Il qualifia cet ouvrage de premier argument scientifique en faveur de l'immortalité de l'homme. Dès sa parution, il fut submergé de lettres de lecteurs prétendant avoir eu des expériences extrasensorielles similaires. Ce qui l'amena à ajouter dans la 2e édition de son livre une note disant « J'ai été plutôt surpris de découvrir combien il y a de personnes qui, tout en voulant bien admettre que nous apercevons couramment des événements avant qu'ils ne se produisent, supposent qu'une telle vision prémonitoire peut être traitée de difficultés logiques mineures pouvant être réglées au prix d'une rectification de peu d'importance dans l'une ou l'autre de nos sciences, ou par l'addiction d'une touche de transcendantalisme à notre métaphysique. Il n'est pas besoin de souligner qu'une thérapeutique de ce genre n'aurait aucune utilité. Si la vision prémonitoire est un fait, il jette intégralement à bas tout l'édifice sur lequel reposent nos idées antérieures sur l'univers. Dans son livre « L'homme et le temps », J.B. Priestley consacre tout un chapitre à Dunne. Bien que Priestley soit plus connu comme romancier et auteur dramatique, il est également tenu pour l'un des principaux exégètes de Dunne. Ceux d'entre nous qui sont obsédés par le temps ont envers lui, Dunne, une dette immense, dit d'abord Priestley. C'est à l'ouvrage de Dunne sur les rêves que Priestley donne le plus d'importance. Dunne, dit-il, a démontré que les rêves ordinaires comportent un élément déterminé de vision ou de connaissance prémonitoire. Partant de là, Dunne a montré de façon frappante que les songes eux-mêmes ne peuvent être entièrement contenus dans le temps au sens que nous lui donnons d'habitude.
Selon la théorie de Dune sur le temps, nous vivons dans le courant du temps qui s'écoule comme observateur 1 dans le temps 1. À côté de nous se trouve un autre moi, l'observateur 2, dans le temps 2, à partir de quoi Priestley explique comment la théorie de Dune s'applique à la vision du futur dans les rêves. Ce que l'observateur 2 observe est ce que Dune appelle les états mentaux de l'observateur 1. L'expérience de celui-ci est dans le temps 1. Les phénomènes sensoriels, les phénomènes mnémoniques et les chaînes d'idées associatives appartenant à la vie ordinaire en état de veille. Or, quand l'observateur 1 est éveillé, l'observateur 2 assiste à ce que l'observateur 1 est en train de découvrir dans le temps 1, à l'aide d'une vision à 3 dimensions avec laquelle nous sommes tous familiers. Par là, il faut entendre le concept du temps ordinaire s'écoulant du passé vers le futur en passant par le présent. Priest poursuivit. Mais l'observateur 2, dans le temps 2, a une vision à 4 dimensions, ce qui veut dire que les futurs états mentaux de l'observateur 1 peuvent être aussi facilement perceptibles à l'observateur 2 que ces états mentaux passés. Mais cela veut dire aussi que l'observateur 1 est endormi. Sa vision tridimensionnelle ne peut plus servir de guide ou de repère de déplacement pour l'observateur 2. Ce dernier étant maintenant réduit à sa vision quadridimensionnelle qui a un large champ du temps 1, dont une grande partie est future pour l'observateur 1. Mais l'observateur 2 ne peut observer et se concentrer convenablement. De temps à autre, il peut y arriver, comme il doit le faire dans un rêve prémonitoire bien net. D'habitude, n'étant pas guidé par l'observateur 1 inerte dans son sommeil, l'observateur 2 patauge malgré sa vision quadridimensionnelle. Cette relation entre le temps 1 et le temps 2, entre l'observateur 1 et l'observateur 2, permet à Dune d'expliquer pourquoi nous trouvons si surprenants la plupart de nos rêves. Priestley donne des exemples de rêves venant à l'appui de la théorie de Dune sur la connaissance prémonitoire. L'un des plus intéressants est celui du docteur Louisa E. Rhine, qui l'a relaté elle-même dans le journal de parapsychologie américain. La doctoresse estimait que ce rêve l'avait aidé à sauver son fils alors âgé d'1 an. Dans son article, elle disait « J'eus ce rêve un matin de bonne heure. Les enfants et moi, nous étions partis camper avec des amis. Nous avions établi notre camp sur une ravissante petite clairière sur les pentes d'une colline. Elles étaient boisées et nos tentes se trouvaient sous les arbres. Je jetai un coup d'œil autour de moi et pensais que c'était vraiment un endroit adorable. Dans son rêve, elle décidait de laver les langes du bébé et descendait avec lui jusqu'au ruisseau. Elle le posait sur le sol, retournait à la tente pour y chercher le savon qu'elle y avait oublié, en revenant trouvait son fils gisant dans le ruisseau sur le ventre, noyé. Elle s'éveilla, sanglota, s'inquiéta à propos de ce rêve pendant quelques jours, puis l'oublia. Il ne lui revint à l'esprit qu'à la fin de l'été, ou avec un groupe d'amis, elle alla camper dans un endroit qui ressemblait exactement à celui de son rêve. Elle descendit au ruisseau pour laver les langes du bébé, installa son fils sur le bord du cours d'eau et retourna chercher son savon oublié. À ce moment-là, l'enfant saisit une poignée de cailloux et commença à les lancer dans l'eau. Immédiatement, a-t-elle raconté, mon rêve me revint à l'esprit. C'était absolument comme dans un film. Mon fils était comme dans le rêve, costume blanc, boucles blondes. Le soleil brillait. Je faillis m'évanouir.
Puis je l'empoignai et partis rejoindre mes amis sur la plage. Quand j'eus repris mes esprits, je leur racontai les choses. Ils ne firent qu'en rire et me dirent que je me faisais des idées. C'est tellement facile lorsqu'on ne peut pas donner une explication satisfaisante. Ce n'est pas mon genre d'imaginer des choses affreuses. Un tel déplacement de temps peut arriver à n'importe qui de nuit. Pendant le sommeil, et la fréquence de ce phénomène fortifia la confiance de Priestley dans la théorie de Dune. À la fin du chapitre relatif à Dune, dans son livre L'homme et le temps, Priest fait état de la ferme croyance de Dune dans notre immortalité. Voici comment il interprète cet aspect de la théorie de Dune. Il est vrai que nous mourrons dans le temps 1, quand notre observateur 1 arrive au terme de son voyage le long de la 4e dimension. Et dès lors, toute possibilité d'intervention et d'action dans le temps 1 prend fin, ce qui limite l'expérience que, par l'intermédiaire des états mentaux de l'observateur 1, l'observateur 2 a du temps 1. Mais cela n'implique pas la mort de l'observateur 2, qui existe dans le temps 2. N'ayant plus d'expérience du temps 1 à suivre, l'observateur 2 vit désormais le temps 2, comme l'observateur 1 vivait le temps 1. C'est-à-dire qu'il y a pour lui succession ordinaire du temps, telle que nous la connaissons. Il lui faut commencer à tout apprendre de nouveau, à mesure que sa vision quadridimensionnelle se déplace en suivant la 5e dimension du temps 3. Choses et êtres seront mêmes, mais parfois avec de grandes modifications. Dans nos rêves, nous avons la vision fugitive mais confuse et déformée de ce mode d'existence postérieur à la mort. Dune suggère que dans notre au-delà du temps 2, une fois que nous aurons compris comment vivre celui-ci, nous devrons être en mesure de mélanger, combiner, construire avec tous les éléments de notre existence du temps 1, utilisant ceci plus ou moins comme un compositeur se sert de ses notes ou un peintre de ses couleurs. Priest lui-même a recueilli nombre d'histoires de prémonitions et d'autres expériences extraordinaires en matière de temps. L'une d'elles lui a été rapportée par l'écrivain Sir Stephen King Hall. Il avait été pendant longtemps officier de marine. Voici son récit. Alors qu'il était officier de quart sur le Southampton, pendant la guerre de 1916, Sir Stephen eut le pressentiment indiscutable qu'un homme tomberait à la mer quand le bateau atteindrait une petite île du large de la côte d'Écosse. Plus le convoi en tête duquel se trouvait le Southampton se rapprochait de l'île, et plus ce pressentiment devenait insistant. Cela suffit à Sir Stephen pour prescrire à l'équipage de se tenir prêt à sauver un homme passé par-dessus bord. Naturellement, son commandant s'enquit des raisons de cet ordre. « Le commodore me dit « Que diable êtes-vous en train de faire ?» raconte Sir Stephen. Nous longions l'île. Je restais quoi? Nous marchions à 20 nœuds et nous l'avions dépassé en quelques secondes. Rien n'arriva. Alors que je cherchais désespérément à m'expliquer, le cri « Un homme à la mer !» retentit sur le Nottingham, qui nous suivait à 100 de mètres et se trouvait alors à la hauteur de l'île. Puis 30 secondes plus tard, on entendit crier « Un homme à la mer sur le Birmingham !» Le 3e bateau du convoi, arrivant à son tour, à la hauteur de l'île. Nous fîmes marche arrière et notre canot de sauvetage fut à l'eau rapidement. Les 2 hommes furent sauvés. Je pus alors expliquer aux matelots de la passerelle, complètement abasourdis, pourquoi j'avais agi de cette sorte. Dans les années 1930, le général d'aviation Sir Victor Goddard
eut une prémonition qui semblait être faite sur mesure pour les théoriciens du temps comme Dune et Priestley. Survolant l'Écosse au cours d'un orage, Sir Victor décida de descendre à proximité du terrain abandonné de Drême pour se repérer. Il volait à basse altitude et était à moins de 500 mètres de Drême quand quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il se trouva à la fois dans le présent et dans l'avenir. Brusquement, la région fut baignée d'une lumière surnaturelle. Le soleil brillait comme en plein été, a-t-il dit. Le terrain débordait d'activité. Des mécaniciens s'affairaient autour des biplans, dans des hangars remis en état. Bien que Sir Victor ne fût qu'à une vingtaine de mètres au-dessus de ceux-ci, personne ne parut remarquer son avion. Il remonta dans les nuages et poursuivit sa route. Ce que Sir Victor avait vu devint une réalité 4 ans plus tard, quand Drême fut reconstruit et rouvert comme école de pilotage. Et je n'ai plus qu'à revoir mes idées sur le destin et le déterminisme, déclara-t-il. Ce faisant, Sir Victor devint un adepte de plus converti à la divination. Et voici la fin de ces quelques prophéties remarquables que j'ai adoré vous lire, qui posent le problème du temps. Je vous laisse réfléchir à tout ceci, et vous pouvez mettre dans les commentaires vos réflexions, bien sûr. C'était une lecture d'Angélique pour la chaîne Open Your Mind.